Moi, j'ai aussi vu, on va dire toute la transition vers la digitalisation de la formation qui était assez peu marquée en 2012. On voyait ça d'ailleurs d'un œil, assez mauvais et quand je suis passé de l'autre côté, les technologies avaient avancé, l'apprentissage avait avancé et je vois qu'on peut tout à fait faire de la formation, avec de l'impact, et à distance. Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Johan, merci d'être présent avec moi aujourd'hui, comment ça va ? Bonjour Elliot, merci beaucoup, pour l'invitation, ça va très bien. Merci à toi. Est-ce qu'on peut commencer cet épisode par te présenter, expliquer un petit peu aux auditeurs d'où tu viens, ce que tu fais, qui tu es ? Oui, alors bien sûr. Alors, moi, je travaille dans la formation professionnelle depuis une grosse dizaine d'années. Alors, j'ai eu, on va dire, la caractéristique d'avoir exercé dans plusieurs secteurs différents, on va dire, dans la formation professionnelle, puisque j'ai travaillé à la fois dans des services RH, en OPCO, hein, vous savez, c'est financeur de la formation professionnelle, et en organisme de formation. Et je vais intégrer, voilà, donc c'est Scoop, puisque dès demain, en fait, je vais intégrer un centre de bilan de compétences, donc pour travailler sur la reconversion professionnelle, donc un des champs que je n'avais pas encore exploré. Donc, voilà. Ce que j'allais dire, là, tu auras quasiment fait toute la panoplie, tu n'as plus qu'à monter au ministère après, et puis c'est bon. Effectivement, oui. Donc c'est nice. Et est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que tu as pu voir comme évolution ces dernières années entre les autres, enfin, qu'est-ce que tu as appris finalement de toutes ces expériences et qu'est-ce qui fait que tu vas là aujourd'hui changer encore de poste ? Oui, alors j'ai vu beaucoup de choses hein, au cours de ces années. En fait, j'ai vu surtout un écosystème qui change en permanence, on va dire de manière réglementaire. Moi, c'est ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est qu'il n'y a pas une année qui s'est passée depuis 2012, hein, le moment où je suis rentré dans ce secteur-là, où il n'y a pas eu une réforme ou l'effet d'une réforme, ou enfin voilà. Donc c'est ça qui m'a surtout dernièrement, ouais. surtout dernièrement, mais même en 2014, même en 2018. Enfin, il y a toujours des surprises. Donc, au moins, on ne s'ennuie pas. Par contre, effectivement, ça implique aussi que les acteurs de la formation sont obligés de se renouveler en permanence, trouver des nouvelles solutions, des nouveaux modèles économiques. Donc, c'est moi ça qui m'a principalement marqué. Et au-delà de ça, moi, j'ai aussi vu, on va dire, toute la transition vers la digitalisation de la formation qui était assez peu marquée en 2012. On voyait ça d'ailleurs d'un œil assez mauvais, puisque en plus, moi, j'avais quand même le prisme du financeur, où on voyait un petit peu les organismes qui faisaient la formation à distance. C'était pas des rigolos, mais globalement, on se disait, bon, oui, c'est Est-ce pas... qu'ils forment vraiment, quoi ? Est-ce qu'ils C'est forment ça la vraiment? question. Mais ouais. C'est des slides, voilà. Où est l'apprentissage? Et quand je suis passé de l'autre côté, les technologies avaient avancé, l'apprentissage avait avancé, Oui, il y a aussi ça. et je vois qu'on peut tout à fait faire de la formation avec de l'impact et à distance. C'est sûr que ça a pas mal changé, hein. Avant, il y avait que des MOOC, il y avait soit les très très gros MOOC, soit des petites visios fait un peu à l'arrache. Maintenant, tu as des cours en ligne très très bien faits, des LMS qui vont aider dans tous les sens, même des LXP. Donc c'est sûr que ça aide. Et est-ce que les OPCO, ils ont évolué ? Est-ce que tu as gardé un petit suivi là-dessus ou pas ? Qu'est-ce qui a changé ? Ouais, alors les OPCO ont évidemment changé un petit peu là-dessus. Alors moi, je garde encore beaucoup de contacts dans ces structures. Ce qui change déjà, c'est effectivement, je vois de plus en plus d'appels d'offres, par exemple, où on essaie de D'accord. référencer des prestataires avec des spécificités sur la formation à distance. Donc des appels d'offres avec des blocs spécifiques, formation à distance, ou des formats hybrides. De plus en plus, ce qui est demandé, c'est ça, c'est des organismes qui sont en capacité d'adresser à la fois en présentiel et également à distance. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ressort, tu vois, de la majorité des épisodes du podcast, finalement. J'allais dire,
si ce n'est tous, quoi. c'est Mm. c'est le futur de la formation est probablement en bonne partie à distance, mais aussi en présentiel, et donc le blended learning qui semble être une bonne solution, c'est sûr. Et pour toi, quelles sont les choses qui fonctionnent bien aujourd'hui au niveau du blended learning, ou d'ailleurs au niveau du digital learning de manière générale? Qu'est-ce qui fonctionne peut-être un peu moins bien? Qu'est-ce que tu as vu dernièrement évoluer et qu'est-ce que tu aimerais voir un petit peu plus? Oula, beaucoup de questions. Beaucoup de questions d'un coup, pardon. Alors, c'est vrai que derrière le blended learning, on met beaucoup de choses, parce qu'on parle souvent de formation mixte, formation hybride, mais typiquement, on peut avoir par exemple de la formation hybride totalement à distance, c'est-à-dire un enchaînement de temps asynchrone, voilà, de l'apprentissage asynchrone sur des plateformes, et des temps synchrones de classes virtuelles par exemple. Là, on est déjà sur de la formation mixte hybride. Mais le blended tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est plutôt de l'apprentissage théorique à distance et de la mise en pratique en présentiel. C'est souvent ça que on s'imagine quand on parle d'hybride, et c'est des choses qui marchent plutôt bien, et moi je constate qu'il y a une appétence des entreprises là-dessus, sur ce type de format. Donc, Et les entreprises aiment bien pour quelle raison? Parce que c'est moins cher ou est-ce qu'il y a autre chose? alors elles aiment bien effectivement parce que ben, souvent la partie théorique, ça va être une partie qui va être un peu plus longue, et le fait de le faire à distance, c'est des économies effectivement, et c'est de la flexibilité aussi pour les équipes, et on essaie de redonner de la valeur au temps de regroupement en présentiel. Voilà, des fois sur des formats de 2 heures, donc on essaie voilà, d'avoir quelque chose de très fonctionnel, très opérationnel. Donc oui, effectivement, il y a une logique économique derrière, mais il y a aussi une logique d'efficacité de la formation. Donc là, aujourd'hui, la valeur du présentiel réside dans quoi? Pourquoi on fait pas tout à distance encore? Parce que, alors, on considère, et j'en fais partie, qu'il y a certaines compétences qui s'acquièrent avec le faire et avec le partage et de la proximité. Et moi, je trouve que ça a du sens. Et surtout, il y a des risques de décrochage des fois sur de la formation à distance. Je trouve surtout sur des sujets où on a besoin de produire. Sur de l'acculturation, c'est une très bonne modalité, la formation à distance. On peut même développer des compétences, même des soft skills. Hein. Pour le coup, j'ai travaillé dans un organisme qui faisait ça. Mais je trouve qu'il y a quand même un apport du présentiel qui est une vraie plus-value, et qui favorise, je trouve, l'échange d'expériences, l'échange de pratiques. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément toujours retrouver sur des formats à distance. Ouais, donc la personne en difficulté on va peut-être avoir du mal à la retrouver à distance et à l'aider aussi facilement qu'en présentiel, où il y a peut-être des signaux un peu plus faibles qu'on va pouvoir voir plus facilement. Exactement, c'est qu'on perçoit la Ouais, problématique un peu en temps réel, là où à distance, ben, ok. on peut passer à côté. Voilà. Donc, Très bien. Et on va parler, parce que tu es quand même un expert des certifications, du réglementaire, donc c'est pour ça que tu as commencé en disant qu'il y avait plein de changements dernièrement là-dessus. Est-ce que tu peux me parler peut-être des changements qui, selon toi, vont arriver, ou d'ailleurs peut-être devraient arriver? Quel est ton point de vue un petit peu sur Calliope, sur la réglementation actuelle, hmm. et quel est ton positionnement là-dessus? Oui, donc alors quand on parle de certification, est-ce que tu entends Calliope ou les certifications professionnelles, ou les deux peut-être? Ce que tu veux. Bah, si on parle de Calliope, effectivement, bon, il y a une obligation qui est issue de la réforme de 2018, mais qui a finalement été effective que bah, Plus récemment, oui. depuis début 2022, en fait, puisqu'en fait, Ouais. c'est la date à laquelle on doit avoir Calliope si on veut bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Le fait qu'aujourd'hui, on est à plus de 40 000 organismes qui ont obtenu cette certification. Donc 40 000 pareil, d'ailleurs sur à peu près 120 130 000 ouais, organismes c'est ça. officiellement qui existent en France, hein, pour Exactement, repérer donc un petit peu. c'est-à-dire voilà, il y a eu 120 130 000 de déclarations d'activités qui ont été faites, Exactement. bilans pédagogiques et financiers qui ont été réalisés. Alors après, derrière ça, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de personnes pour qui la formation n'est pas une activité Ce principale. sont des indépendants, oui, tout à Ce fait. sont des indépendants qui font des fois du conseil, consulting, un peu de formation. Donc à ce titre, ils sont obligés d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Mais on va dire que les organismes qui font principalement de la formation, on les retrouve principalement avec Calliope. Il y a ensuite quelques formateurs, je ne sais pas trop estimer le nombre, mais je pense que quelques dizaines de milliers de formateurs indépendants qui ne l'ont pas obtenu, qui ne souhaitent pas y aller d'ailleurs, tout Ah simplement oui, c'est un coût, hein. Et parce alors, que qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
que les formateurs indépendants ne puissent pas, du coup, accéder à tout ça? Bah, disons que c'est plutôt un choix, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de s'orienter vers, enfin, on y est déjà, hein, sur un marché réglementé de la formation et avec des marchés à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir de manière schématique, les organismes de formation assez gros, assez conséquents ou suffisamment spécialisés qui vont aller contractualiser directement avec des clients et qui vont pouvoir aussi bénéficier de fonds publics, de Pôle emploi, des OPCO, tout ça. Et ensuite, il y a toute une galaxie d'indépendants qui va travailler pour ces organismes de formation, qui vont pas avoir leurs propres clients et pour qui Calliope n'est pas une nécessité réglementaire. Euh, En revanche, moi, ce que je constate quand même sur le marché, c'est qu'il y a de plus en plus d'organismes qui demandent à leurs sous-traitants d'avoir Calliope. D'accord. Ah, intéressant, ça, je ne savais C'est pas, une tu vois. tendance qu'on constate de plus en plus et ça leur permet en fait de répondre eux-mêmes aux exigences de Calliope puisqu'en fait on doit avoir des formateurs qui sont sensibilisés à Calliope et qui sont censés Oui, ils s'assurent que tout se passe bien en faisant ça. en Ok. fait c'est une assurance qualité pour le donneur Ah d'ordre ouais, en fait. logique. Et est-ce que le risque, c'est pas qu'on se dirige vers un secteur où il va y avoir peut-être 1000, 2000, allez, maximum 3000 gros organismes de formation qui vont manger tous les autres parce qu'ils auront toute l'infrastructure et que les autres vont pas pouvoir manger? Et bien, moi, je j'y crois pas trop à ce scénario-là, puisqu'en fait, on avait dit ça aussi à l'époque du Datadog. Alors ça remonte un petit peu, mais c'était l'ancêtre de Oui. Calliope, donc c'était une Mais qui était plateforme. déclaratif. C'était Il y a une déclaratif, différence quand même. mais c'était une plateforme où on devait déjà mettre un certain nombre d'éléments de preuve. Et on se disait, oh là, ça va encore écrémer. Bah, résultat des courses, il y a plus de 60 000 organismes qui avaient réussi à être référencés. Donc Oui. voilà. Donc là, on voit qu'il y a un petit écrémage un petit peu plus important avec Calliope, mais bon, il y a quand même encore 40 000 organismes de formation. Je crois qu'il y a vraiment de la place entre des gros généralistes et des organismes de plus petite taille qui font du sur-mesure ou qui font de la formation spécialisée. Je pense que ça restera. Alors après, oui, on constate quand même dans le secteur, il y a une tendance à la concentration. Alors je pense surtout au niveau des écoles. Ça, pour moi, c'est pas tant entre organismes de formation qui font de la formation continue, mais vraiment les écoles. Il y a des mastodontes qui sont en train de se créer actuellement avec beaucoup de rachats. Moi, Même à un niveau européen d'ailleurs, oui, tout à fait. au-delà même de la France, on le voit, c'est assez flippant effectivement de voir les grands groupes chinois d'ailleurs hein, qui possèdent, parce que bon on le sait pas vraiment, mais qui possèdent des grandes écoles en France. Bah, c'est un peu C'est toujours un petit la peu. fameuse nouvelle route de la soie. Enfin, voilà, on est Oui, en train de poser des pions un peu partout dans le monde. Oui, et c'est ça. l'éducation notamment a une place Alors très que la importante. Chine interdit les investissements dans leur éducation, Mm. ce qui est tout particulièrement intéressant à observer. Ouais. Et donc, ok, donc pas ce risque. Et donc là, ça fait, allez, on va dire 1 an et demi quasiment que Calliope est vraiment officiel. Mais bon, en réalité, on avait déjà entendu parler depuis bien 2021 largement et ça commençait à être bien en marche puisque les gens se préparaient à ça. Mm. Euh, c'est quoi le constat aujourd'hui? Est-ce que ça a servi? Est-ce que ça a servi les apprenants surtout ou pas? Alors, je trouve que c'est extrêmement compliqué de dresser un bilan là, à ce moment-là. D'abord parce qu'on n'est même pas arrivé à la fin du premier cycle de C'est certification. encore trop tôt. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, pour rappel, hein, le cycle de certification, c'est 3 ans, c'est-à-dire il y a un audit initial, un audit intermédiaire globalement à mi-chemin, et un audit de renouvellement au bout de 3 ans. Et là, bah, il y a peu d'organismes, voire pas du tout, qui sont passés par cet audit de renouvellement. Donc on ne sait pas l'écrémage que ça va faire au final. Et surtout, bah, on n'a pas vraiment interrogé, je trouve, les stagiaires, et je trouve que c'est très compliqué de faire un constat avant-après, puisqu'en fait, il faudrait avoir un panel de les mêmes stagiaires qui auraient suivi la formation avant Calliope, après Calliope. Je trouve que en fait, on va avoir deux configurations par rapport à ça. On va avoir des configurations où Calliope vient juste valider ce que faisait déjà l'organisme de formation. Je trouve que c'est le cas dans pas mal d'organismes. Et voilà. Effectivement. Et il y en a d'autres pour qui ça a vraiment été une mise à niveau importante. Et je pense que c'est le cas surtout sur des indépendants, des plus petites structures, bon, sur des grosses aussi, hein, pour le coup, pour avoir travaillé dans certaines, ça ne veut pas dire qu'elles étaient parfaites, mais en tout cas, on savait ce qu'était de la formalisation et des exigences réglementaires. Et est-ce que tu n'as pas peur qu'on se retrouve avec un schéma hyper standardisé où la formation va être toujours de la même manière et où finalement on va plus avoir de place pour la créativité avec par exemple des formations peut-être complètement différentes, tu vois, avec des actions physiques ou des choses qui sortent un peu du cadre. Est-ce que Calliope permet quand même suffisamment de flexibilité ou est-ce qu'on se dirige
parce qu'on parle des établissements du supérieur. En fait, Mmh. aujourd'hui, on voit les établissements du supérieur avec quand même des absurdités parfois où ils vont dépenser des sommes phénoménales juste pour rénover un bâtiment qui n'a pas besoin d'être rénové parce qu'ils ont besoin de ça dans leur accréditation, ce qui n'a aucun sens. Mmh. Est-ce qu'on se dirige vers ça avec Calliope, avec la réglementation, ou ça va? C'est encore une fois, je j'ai pas forcément une réponse unique là-dessus. La standardisation, elle peut avoir du bon, je trouve, sur la partie administrative. Enfin, à un moment donné, si on est sur des pièces conformes, et c'est peut-être plus facile à contrôler, pour des financeurs et plus facile de s'y retrouver aussi pour les organismes de formation. Après, sur la partie, ingénierie pédagogique, innovation pédagogique, technologique, moi je crois pas que ça bride, hein. Je crois pas que ça bride. C'est vrai que Calliope, c'est fondé sur la preuve, hein. C'est-à-dire on doit montrer qu'on fait par la preuve, par des processus, par des choses. Derrière, après, c'est quand on innove, qu'est-ce qu'on est en capacité de créer, de documenter autour de ça? Et ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Mais en dehors de Calliope, enfin, pour le coup, moi, j'ai pu exercer un métier de responsable qualité à certains moments. Et je trouve que la documentation, elle est super importante pour une structure, Calliope ou pas. Parce Ah, que c'est clair que ça aide dans tous les cas, oui, c'est sûr. de toute façon, il faut toujours préparer le moment où la personne en charge du sujet ne sera plus là ou sera malade. En fait, il faut être en capacité de préparer le futur pour les personnes qui vont continuer l'activité. Donc c'est vrai que c'est un très bon réflexe de manière générale, c'est clair. Euh, Parlons un petit peu d'innovation maintenant, parce que tu l'évoquais. Bon, alors évidemment, le sujet chaud, là, au moment où on enregistre le podcast, c'est l'IA, c'est clair. Tu fais des super petits dessins, d'ailleurs. Alors, je vais retourner voir le nom, hein, mais donc, c'est dessine-moi la Oui. formation.jimdofree.com. Bon, alors, il faudra mettre le lien, hein, je pense, dans l'épisode, parce que c'est un peu long. Mais on peut retrouver tes petits dessins. Qu'est-ce que tu penses de l'IA tout particulièrement? Et puis après, on pourra discuter d'autres innovations qui peut y avoir. Oui, alors l'IA, effectivement, ça a été un peu le raz-de-marée du début d'année, je C'est clair. dirais. Euh, ouais, ça change complètement, ça va changer complètement les pratiques. Ça c'est très clair. Moi, je le vois avec le prisme de la pédagogie, de la construction de formation, euh, et aussi la partie normalisation, puisque je travaille aussi un peu avec la FNOR voilà, sur des normes. Et effectivement, c'est une aide assez incroyable, sachant qu'on exploite qu'une très petite partie du potentiel. Alors, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi les cas d'usage que t'as pu Alors, voir? les cas d'usage, ça va être construction d'un plan détaillé. Ça va être. Oui, en fait, sur tout ce qui est création de contenu, ça va déjà pré-mâcher beaucoup. Ça va être à la fois quelque chose qui permet de l'idéation, ça va être quelque chose qui permet de structurer des idées, qui permet des fois euh, de synthétiser aussi, de synthétiser des textes qui sont longs. Parce qu'en plus, on peut le nourrir, c'est-à-dire on peut le nourrir avec nos propres textes. Pour la petite anecdote, moi j'ai fait l'essai, je rédigeais un dossier où il y avait plein d'acronymes, et du coup je lui ai fait manger ce texte et je lui ai dit fais-moi un tableau avec tous les acronymes, leurs définitions, et donc voilà. Donc ça m'aurait pris un temps fou d'aller tous les chercher un à un dans le texte. Il y a un gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc ça c'est très intéressant. Euh, et surtout, je trouve que ça resitue la place de l'humain sur un niveau un peu au-dessus, un peu méta. Voilà. Un peu Bah, de- c'est ce qu'on peut espérer, ouais, qu'on n'ait plus à réfléchir à comment faire le plan, mais plutôt à la stratégie. Ouais. Euh, Mais après, ça pose certaines questions sur le côté, sur l'éducation, parce que derrière, tout ouais. le monde ne peut pas être superviseur, et effectivement, les tâches à faible valeur ajoutée, c'est aussi des emplois. Derrière, quelle incidence à terme? Ok, on va pouvoir faire plus avec l'IA, mais enfin, faut être naïf pour penser que ça n'aura pas d'impact sur les emplois. Et Et tu donc, penses que dans la formation, il va y avoir des emplois qui vont disparaître à cause de l'IA? Tu penses à quoi en particulier? ben, je pense à tout ce qui va nécessiter de la création de contenu. Alors, on peut penser à des services marketing impactés, aux services pédagogie, peut-être un peu commercial sur la partie, sur des parties un peu prospection, où il y a aussi une nécessité de créer contenu. Sur ma partie certification, évidemment que on peut travailler plus vite, donc
si on peut travailler plus vite, mais qu'on a besoin de faire autant de choses, ben, on a besoin de moins d'effectifs. Donc, c'est logique. Donc, oui, il y a plein de fonctions qui vont être impactées. Il y a sans doute des nouvelles qui vont naître, ou alors des fonctions actuelles qui vont être augmentées. Mais ça, c'est toujours très compliqué à anticiper, hein, parce que bon, quand Bien Internet est sûr. arrivé dans les années 80-90, qui aurait dit qu'il y aurait des métiers, les métiers qu'on connaît aujourd'hui, Bah, c'était tout va dépendre de la vitesse à laquelle ces IA se développent. C'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui, alors d'ailleurs, je te le dis un peu en avant-première, parce que je ne sais pas quand on sortira l'épisode, mais avec EduSign, on s'amuse à jouer avec OpenAI et à proposer par exemple un générateur de questionnaires qui fait qu'en 2 clics, tu peux générer 10 questions avec 10 réponses et hop, ça l'envoie dans EduSign et hop, ça envoie automatiquement à l'apprenant. C'est assez magique. Mais bon, finalement, c'est encore balbutiant parce que c'est des cas d'usage quand même assez spécifiques sur des trucs. Mais c'est vrai que demain, c'est difficile d'imaginer ce qui va être possible de faire, peut-être sur des milliers de pages, des trucs Oui. de fou, quoi. Et sachant que la tendance, pour moi, que je vois se dessiner un petit peu, c'est les micros de chat GPT. C'est-à-dire, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de créer des chats GPT contextualisés et surtout qui permettent Tout de à le fait. nourrir avec ses propres données. Parce que un C'est vrai ça la enjeu, prochaine étape. Mais ouais, oui, parce qu'un des vrais bien sûr. enjeux, c'est ça, c'est que on sait pas ce que l'IA fait de nos données, c'est-à-dire on l'intègre dans le système, mais voilà, faut être naïf pour penser que ça ressortira pas. Donc, on va peut-être avoir tendance à créer des espèces de petits pré-gardés pour pour travailler sur nos données, sur nos datas, et donc ça, c'est, je pense, c'est la prochaine étape. Et bon, il commence à y avoir pas mal de choses, hein, de générateurs, qui facilitent la construction de chat GPT, et puis surtout. La technologie avance vite. On est déjà à ChatGPT 4. Imaginons même dans 5 ans. Dans 5 ans, ça sera quoi parce que là, on parle juste de ChatGPT sur le texte, mais sur l'image, sur l'audio, les podcasts, Tout à fait. toute la création de contenu, tout ce qu'on croyait être un peu de l'ordre de l'humain. Donc on n'enregistrera plus le podcast, ce sera 2 robots qui parleront entre eux pour créer Mais du contenu. on est presque là-dessus. Hein. Peut-être, ouais, ça pourrait, hein, c'est ça qui est flippant. Mais justement, il y aura peut-être toute une industrie de l'unicité, justement, des personnes qui arriveront à créer du contenu unique. Et Oui. moi, je suis assez croyant de la capacité humaine à générer des choses uniques tout de même, même au-delà de Ouais, l'IA. mais bon, Donc ça, c'est... effectivement, je pense que ça va favoriser l'émergence de personnes qui ont des plumes, qui ont des styles, qui ont des Oui. personnalités qui vont sortir un peu de la normale. Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui dans le système actuel, mais ça va être amplifié. Donc peut-être qu'on verra finalement, parce que quand on parle d'éducation, ce qui est assez amusant de la formation et d'éducation, on essaie de standardiser beaucoup de choses, de faire en sorte que tout le monde rentre dans le moule, si je puis dire. Peut-être que demain, on encouragera justement à sortir complètement du moule et à être le plus créatif possible. Et donc, ça sera assez amusant à voir. Est-ce que, pour revenir sur l'usage un petit peu plus dans la classe ou du côté administrateur, est-ce que tu as vu des cas d'usage concrets dans les organismes de formation et est-ce que tu vois des cas d'usage qui aujourd'hui sont peut-être pas encore tout à fait prêts, mais qui demain vont l'être si la technologie le permet assez rapidement probablement. Moi, les cas d'usage que j'ai rencontrés aujourd'hui, c'est de l'aide à la création de formation, c'est de la création de questionnaires, la création d'évaluations. Euh, c'est J'ai déjà vu des courtes vidéos pédagogiques créées, des images d'illustration pour des parcours de formation. Euh, Et est-ce que tu as vu ces Khan Academy, donc un outil d'apprentissage en ligne de diverses choses, qui a proposé un petit chatbot qui accompagne l'étudiant directement dans son parcours. Est-ce que ça, tu penses que c'est une bonne idée Oui, ou, alors ou est-ce qu'on est justement, j'avais vu la personne, elle était venue ouais. nous présenter, voilà. Donc effectivement, il m'a montré en direct, et effectivement, c'est assez impressionnant sur l'engagement. Effectivement, on peut imaginer que ça peut aider à favoriser l'engagement des participants. Euh, ouais, c'est assez puissant en fait quand on imagine tous les potentiels. Et en fait, c'est tous les couplages qu'on peut faire entre des outils déjà existants. En fait, pour moi, c'est ça la prochaine étape. C'est l'assemblage. C'est pareil sur les métiers manuels aujourd'hui. On peut très bien imaginer le croisement, enfin on l'imagine déjà, hein, mais le croisement entre la robotisation, l'imprimante 3D, l'intelligence artificielle, et même des métiers comme tailleur de pierre, comme maçon, Ah, il va falloir peut-être encore attendre un petit peu, mais et effectivement, on y arrive doucement, mais sûrement. sur le long C'est sûr. terme en tout cas. Effectivement, dans Ouais. les 5 prochaines années, je pense pas du tout, mais si on se met dans une perspective 30-50 ans,
je pense qu'on y sera. Enfin, on Et aura les comment, capacités technologiques de le faire. de ton point de vue, aujourd'hui, un organisme de formation doit se préparer à ça? Est-ce que il y a des, des personnes qui probablement vont, comme avec Internet, hein, réussir très bien et d'autres qui vont échouer? Mm. Qu'est-ce qui fera que, en tant qu'organisme de formation, je vais bien m'adapter et survivre à cette période? Bah, je pense que la curiosité est un élément essentiel. Je pense que déjà le fait de faire beaucoup de veille sur le sujet est important et surtout de faire beaucoup d'expérimentation. Moi, j'ai pas mal de contacts en organisme de formation. Là, en ce moment, ça teste à tout va. Ça teste des outils, ça teste beaucoup d'approches. Donc, je pense que il y aura une différence entre ceux qui vont juste attendre, se laisser porter par la vague et bon, ben, à un moment donné, il sera trop tard. Et puis ceux qui auront pris un peu les devants, qui se seront appropriés l'outil. Et voilà. Donc pour moi, c'est un peu ce qui fera la différence à terme. Donc être curieux, aller tester et pas être dans la majorité qui va attendre que tout, tout arrive dans leurs mains et qui sera déjà trop tard, C'est peut-être ça. finalement. Ok, et est-ce qu'il y a d'autres technologies ou d'autres outils qui t'intéressent et sont utiles pour les organismes de formation et qui vont arriver? Qu'est-ce que tu penses de la VR, de l'AR, de le mobile learning? Est-ce qu'il y a des technologies en particulier qui t'excitent? Alors, je ne sais pas si c'est des technologies qui m'excitent. Disons qu'il y a des technologies qui sont déjà un peu matures. Hein, effectivement, le, le mobile learning, Ou par une technologie exemple. effectivement qui est géniale, qui peut être déjà implantée, mais qui l'est pas suffisamment, hein, ça m'intéresse aussi. Ouais, bah, disons que le mobile learning, c'est pour moi, ça doit presque être natif maintenant dans les formations qu'on construit à distance. C'est le côté D'accord. full responsive en fait, ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien le mode de consommation. On consomme beaucoup plus sur nos téléphones portables que sur ordinateur. Et je trouve que ça a vraiment du C'est sûr. sens sur du micro-learning, sur des courtes formations de quelques minutes. Ça, je pense que c'est des formats qui sont amenés à se développer. On voit bien que sur de toute façon, toutes les plateformes de création de contenu, sans parler que de la formation, on va vers des formats entre 30 secondes, ouais, même 2-3 minutes, c'est déjà long. Voilà, donc ça, je pense que c'est amené à se développer. Euh, Puis après, je pense qu'il y a quand même des technologies. Alors le métaverse, voilà, là, en ce moment, ça n'a pas trop la cote. Enfin, c'était la Ça a été technologie éclipsé par l'IA, en fait. ouais, et puis on voit bien que là, les GAFAM reculent, Facebook qui se désengage un petit Ouais, peu, qui mise tout sur l'intelligence artificielle. Moi, à mon avis, ça reviendra sous une autre forme, parce probablement. qu'aujourd'hui, finalement, le marché est peut-être pas mature. Peut-être il y a pas encore et peut-être qu'il y a besoin d'avoir un autre saut technologique sur d'autres aspects. Et peut-être que l'intelligence artificielle participera à l'essor du métaverse dans 5-10 ans, peut-être. On ne sait pas. Moi, à titre personnel, voilà, je suis toujours un peu circonspect sur le métaverse. J'ai encore du mal à imaginer l'impact pédagogique au-delà de quelques cas d'usage que je peux très bien imaginer sur, oui, pour l'armée, pour apprendre à la chirurgie, pour certaines choses en fait qui peuvent être Pour se mettre dans des dangereuses. situations qui, voilà, qui Voilà. sont Pour des risques inimaginables en salle réelle. des risques chimiques, des choses. Moi, je peux très bien imaginer l'intérêt que ça peut avoir, donc couplé avec la VR, effectivement. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que si ça, dans le domaine de la formation à la pédagogie, ça deviendra une modalité comme une autre, mais ça va pas être le raz-de-marée qui va tout emporter. Parce que déjà, ça a des coûts de construction qui seront, je pense, beaucoup plus importants qu'une autre formation. Mais je pense que dans certains cas, ça pourra avoir de l'impact parce qu'aussi on aura toute l'économie d'échelle qui va derrière. Ok. Et de ton point de vue, alors là peut-être un peu plus aujourd'hui, quels sont les outils, technologies que les organismes de formation devraient plus utiliser? Et après, évidemment, il y a une question de ressources, on le Mm. voit bien, hein. Entre les gros et les petits, on n'a pas la même chose. Ouais. Mais de ton point de vue, quel est le top du top quand tu as tous les moyens? Et puis, quand tu as un peu moins de moyens, qu'est-ce que tu recommandes? À quoi il faut faire attention? Bah, disons que si moi j'ai tous les moyens, on va dire humains, financiers, j'aurais tendance Oui, à me dire bon, bah, je crée ma plateforme clé en main, euh, ma plateforme propriétaire qui va être paramétrée selon ma pédagogie, voilà, selon mes envies, et puis que ouais, je vais pouvoir customiser, je vais avoir une marge de manœuvre parce que c'est le problème des LMS actuels, c'est que bon bah
ils sont souvent sur Ah, c'est étagère. Alors, l'avantage et le désavantage du SaaS, effectivement, et c'est ça, éternel, voilà, exactement. c'est sûr. Exactement. Je- disons que moi, j'aurais tendance à. Je sais pas, aujourd'hui, en fait, c'est particulier parce qu'il existe beaucoup d'outils gratuits, beaucoup d'outils open source. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a très peu d'outils qui embarquent toute la chaîne de valeur. Donc, c'est-à-dire, en fait, les organismes de formation se retrouvent à devoir jongler avec un outil pour leur marketing, un outil pour leur Mais CRM. est-ce que c'est si grave? Parce que finalement, moi, ce que je remarque dans les autres industries, c'est que, par exemple, si on prend le e-commerce, avant, il y avait des énormes géants qui faisaient tout à la fois. Et aujourd'hui, on se dirige vers un mode où on va avoir un Shopify qui va se connecter avec l'outil de chat, l'outil de etc., etc. Et en fait, on s'en sort mieux finalement parce qu'on a le top du top sur chacun des points plutôt que d'avoir un gros mastodonte qui fait un peu tout et n'importe quoi. Parce que si on regarde Moodle, c'est pas très beau, c'est pas très pratique. Donc c'est tout. Donc de ton point de vue, est-ce que c'est une mauvaise chose finalement qu'il y ait différents outils? Alors, c'est pas vraiment une mauvaise chose, et du coup, je trouve ça aussi intéressant de pouvoir effectivement avoir la Rolls-Royce sur chaque étape, ouais, sur chaque étape de sa chaîne de valeur. Mais après, c'est une histoire aussi d'organisation, c'est-à-dire que je donne un exemple très concret. Hein, on a fait un audit Calliope dans une de mes précédentes structures, et donc effectivement, on a beaucoup d'outils qui se justifient en fonction des équipes. La pédagogie, il n'y a pas les mêmes outils que le service IT qui gère la plateforme, que le service commercial. Et l'auditrice était un peu perdue par tous ces outils, Peut-être. par toute la gamme. Et je trouve que même au sein de l'entreprise, il y avait une difficulté à identifier tous les outils avec lesquels on travaillait, à les cartographier, à comprendre le lien qu'il y avait entre eux. Alors que du coup, l'avantage d'avoir un ou deux outils, on va dire, centralisés, c'est qu'on voilà, on arrive à voir un petit peu tous les éléments qu'on souhaite voir. Là où ça disperse, je trouve, le savoir. Donc après, voilà, c'est des approches Peut-être différentes. la solution est effectivement de tout centraliser en connectant bien les outils. C'est peut-être Ouais, ça c'est ça. Effectivement, la pièce aujourd'hui, qui manque un petit peu dans cette histoire. ouais, ouais, c'est souvent, et du coup, il y a de la perte de data, et voilà, on sait l'importance de la data aujourd'hui pour des organismes de formation. Ah bah, c'est sûr, et non, mais c'est vrai que si on compare par exemple au marché américain, ils ont des outils, alors ils ont pas le problème du RG, enfin le problème, ils ont pas le RGPD, donc Mm, ça leur permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi aussi, beaucoup de n'importe quoi, mais au moins mm. tout. Mais c'est vrai qu'en France, malheureusement, les outils sont finalement assez peu connectés entre eux, hein. Si on regarde notamment dans les tech et ce qui se passe, c'est assez pauvre. Euh, ok. Alors, je vois le temps qui défile. Est-ce qu'il y avait un dernier sujet que tu voulais aborder avant qu'on passe aux questions de la fin? Peut-être un sujet autour de ma nouvelle mission, puisque voilà, je vais intégrer un centre de bilan de compétences donc qui a la spécificité d'être dédié aux femmes. Dédié aux Dédié femmes. aux femmes? Oui, Excellent. tout à fait. Donc voilà, c'est justement où on va essayer de viser des femmes, pas forcément que des femmes diplômées CSP+, mais justement tout type de femmes, tout type de profil, des fois des profils qui n'ont pas fait forcément beaucoup d'études, et donc ça, je trouve, voilà, ça a une grosse valeur sociale. C'est aussi pour ça que je me suis engagé dans le projet. Et en fait, si j'en parle, c'est que le sujet de la reconversion professionnelle est pour moi majeur à l'avenir de la formation. Déjà parce que toutes les politiques publiques sont orientées vers ça. Ils ont très bien compris que de toute façon, les compétences deviennent très vite obsolètes, que les personnes souhaitent de plus en plus changer de voie, et qu'en plus, il y a des besoins dans des métiers spécifiques, soit des métiers verts, soit des métiers en tension, soit des métiers d'avenir. Et voilà, donc c'est vraiment le sujet du moment. Et le bilan de compétences, en fait, fait partie on va dire de tout ce processus, puisqu'en fait, il se situe en amont de la formation. En général, on se pose des questions sur ce qu'on veut faire après, on fait un bilan de compétences, et derrière ça, on va avoir un plan d'action qui va en découler. Alors, ça peut passer par postuler pour d'autres secteurs, mais des fois, ça va être la formation, la réponse. C'est-à-dire, je veux atteindre un point B, je suis à un point A, je veux atteindre un point B. La formation, c'est ça qui va me permettre d'atteindre ce point B. Voilà, donc je pense que vraiment les bilans de compétences
et tout ce qui est formation certifiante sur des métiers. Alors, autant les métiers data, IA, tout ça, mais aussi tous les métiers sur l'agriculture biologique, tout ce qui est lié à l'environnement aussi Bah, va. c'est vrai que moi, je rêve d'un monde où il y a beaucoup plus d'organismes de formation comme Rocket School, comme Adatech School, qui sont très engagés et Ouais, qui vont, j'espère, enfin c'est sûr de toute façon, parce que les modèles marchent, ouais, ça se voit, se multiplier sur tous les secteurs. Hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup dans la tech, c'est beaucoup dans la vente, c'est beaucoup dans le business, en fait, de manière générale, IT, business. mm, Ça peut s'élargir très, très vite. Donc c'est génial. Ouais, ouais, c'est sûr que ça, c'est un beau message. Et je pense que faut pas oublier effectivement que la formation, ça permet aussi de développer les compétences de chacun et de donner la chance aussi à chacun d'aller faire quelque chose de sympathique et pas ouais. juste de faire une petite formation pour les personnes cadres dans un grand groupe qui sont déjà pas si mal. Oui, c'est ça, c'est que bon, C'est chouette, c'est important hein, aussi de former des managers, bien sûr. mais je trouve que l'impact social, en fait, il y a, on change pas une vie en formant, Exactement, tout à on fait, change bien rarement sûr, des vies en formant évidemment, des managers évidemment. à manager. En revanche, quelqu'un qui a été, je sais pas, assistant administratif pendant 15 ans et qui veut se reconvertir et oui, peut-être se former à la data ou enfin, l'agriculture, enfin, ou peu Mais là, importe, tu vois, en tout tu cas, prêches un convaincu. Il voilà. faut encourager en tout cas la formation. Il faut développer la formation de façon de manière générale. Donc Et c'est c'est aussi une des effectivement raisons pour parfait. lesquelles je reste dans le secteur de la formation, hein. On vend pas des armes, et je trouve que des fois on aide à changer des vies et c'est pas. Et puis ça va devenir de plus en plus important, hein, c'est certain. Avec l'IA, là, il y a eu une petite claque un petit peu mise à tout le monde en rappelant que ah oui, il y a des métiers qui vont disparaître, donc il va falloir évoluer un peu vite. Mmh, Donc c'est vrai que la curiosité, c'est un bon point, mais il va falloir se former aussi à un moment concrètement. Hein. Donc, ouais. Moi, je donc pense que c'est clair. dans les mois à venir, on va être débordé d'experts en IA. Ça va être un peu la nouvelle posture à la mode, mais bon. C'est ça. Ok, eh bien écoute, merci là-dessus. Ce que je te propose donc, c'est qu'on passe aux questions de la fin. Ouais, Si tu es prêt, on y va. je suis prêt. Et donc, première question, la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi? Ouh là, la formation dans 10 ans, C'est la bah, grande question. et beh, je pense que c'est une formation qui a pas s enfin, en tout cas pour les stagiaires, qui aura pas tant changé que ça. Je pense qu'il y aura effectivement une place, du distanciel qui sera sans doute, aussi importante, voire plus importante qu'aujourd'hui, couplée effectivement avec du présentiel. Alors sans doute avec des outils plus performants, moi je crois beaucoup à un monde avec beaucoup plus d'interactions, même à distance. Je pense vraiment qu'il y aura les organismes de formation qui émergeront, en fait, ce seront des organismes qui auront mis de l'humain et pas ceux qui essaient de disrupter le marché, Donc tout digitaliser, mais digitaliser, c'est ça, tout pas automatiser. robotiser, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Exactement. ça. Donc moi je pense que c'est effectivement une formation avec encore plus d'humain et, euh, et de l'individualisation de parcours. Parce que ça on en parle assez peu. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était vraiment centré là-dessus, l'adaptative learning, les choses comme ça. Je trouve qu'on a un peu perdu ça en cours de route. Bah, Euh, je pense qu'il y a eu un espèce de faux espoir là-dessus, avec les mots qui promettaient les plateformes, hein, comme pour Coursera, etc., qui disaient tout sera personnalisé, alors qu'en fait, en réalité, à part le rythme, rien n'est personnalisé. Donc je pense qu'il y a une déception là-dessus, mais c'est certain que ça reviendra. Et puis probablement qu'il faut des plateformes qui soient suffisamment puissantes. Mais l'IA, typiquement, là, c'est certain, va permettre de personnaliser l'expérience. Euh, c'est ça exactement. Et moi, je pense qu'effectivement, ça sera dans la personnalisation de l'expérience que sera l'avenir de la formation dans 10 ans, mais même à plus long terme. ok. Est-ce qu'il y a une personne dans l'univers de la formation que tu suis tout particulièrement? Alors, c'est compliqué parce que moi, je suis pas forcément un fan de manière générale. En fait, il y a plein de personnes qui me nourrissent, donc c'est compliqué d'en sortir un parce qu'il y a des choses c'est plus affectif, d'autres c'est plus. Bon, il n'y aura pas de jaloux, mais juste il en faut un. Il en, il en faut un. Bah, moi, je sais que souvent ma source réglementaire d'actualité, c'est Foodie Fetty qui travaille qui est, je crois, juriste à Centre Info et qui sort souvent plein de choses un peu en avant-première. Des Ah textes. bah de manière générale, hein, le contenu de Centre Info est Oui, qualitatif. Hein. C'est clair que c'est ça. c'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe avec eux. Mais on va dire voilà, sur un volet réglementaire, parce qu'après, sur plein d'autres aspects, j'aurais pu citer d'autres personnes, mais ouais.
Bien sûr, mais t'inquiète pas, personne ne le prendra mal, j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises, tous les jours, un outil digital, que tu aimes bien, que tu aimerais partager? Bah, alors oui, je peux partager. Alors après, on en a un peu parlé aussi ces 2 dernières années. Bah, c'est l'outil Notion que moi Notion? Ouais, j'utilise OK. de plus en plus en fait dans mon travail. Alors à la fois d'indépendant, parce que j'en ai pas forcément parlé, mais j'ai une petite casquette d'indépendant. Mais moi, ça m'aide à structurer mes contenus et puis ça a beaucoup de possibilités. Je pense que j'ai utilisé 1% du potentiel de l'outil, mais je trouve déjà que le rendu est pas mal. Donc de toute façon, comme c'est un outil qui est utilisé aussi par ma prochaine entreprise, je vais avoir l'occasion d'expérimenter pas mal de choses. Ah bah, Notion, c'est clair que ça va pousser. Moi, je vois encore peu d'organismes de formation qui sont dessus, mais c'est sûr que ça va arriver, hein, parce que les meilleurs le font, Hmm. donc ça viendra. OK. Est-ce qu'il y a un livre sur ta table de chevet? Oui, mais ça ne parle absolument pas de formation. Alors Euh, c'est pas grave, tu peux y aller et puis après, si tu un livre sur la formation que tu veux nous partager, vas-y, alors, hein. j'ai plus forcément le titre, mais c'est un livre de science-fiction qui est dans un ensemble qui s'appelle Les Chroniques de Rochard. Voilà, qui est dans un espèce de monde euh, fantastique, voilà, fantastique médiéval, voilà. Donc, je suis assez fan de ce type de bouquin. OK, ça marche. Donc ça te change un peu, c'est bien. Oui. Et où est-ce qu'on peut te trouver, plutôt digitalement, j'imagine? Alors bah, moi, mon principal canal, c'est LinkedIn, hein. C'est là où je publie en général 2-3 fois par semaine des posts ou articles, soit sur de l'actualité chaude, soit sur des trucs un peu plus froids où j'essaie voilà, voilà, décrypter, enfin, en tout cas faciliter l'appropriation de choses des fois un peu Et oui, il y techniques. aura des jolis dessins. Et parfois, C'est effectivement, il y a la c'est ça publication de qui est chouette. dessins, parce que je fais de la facilitation graphique, c'est une manière aussi des fois d'appréhender des sujets qui sont en apparence complexes. Et puis c'est très sympa, ça change un petit peu. Tout Mm. le monde ne sait pas dessiner, donc c'est toujours agréable de voir un petit dessin sympathique. Et bah écoute, Johan, merci beaucoup pour ce podcast. Est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer cet épisode? J'ai un dernier mot, déjà merci beaucoup et puis j'espère qu'il y aura beaucoup d'échanges encore à venir avec tout le monde de la formation, parce que je trouve que c'est ça qui est riche dans ce secteur. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens très prolifiques et voilà. Et donc voilà, je nous souhaite d'échanger encore beaucoup avec les Super, auditeurs. bah un hurrah pour la collaboration, et donc n'hésitez pas à aller spammer Johan sur LinkedIn dans ce cas-là. Vous avez compris, c'est une invitation. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée, de belles formations, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.